Bonjour, donc je suis Soufiane Mahatli, l'instructeur de cette session. Donc, c'est la dernière séance d'enregistrement pour ce module Introduction au système d'information. Donc, on va traiter trois chapitres. Ce sont les chapitres 14, 15 et 16 de cette matière. Donc, je vais commencer par le chapitre 14 sur les bases de données et les systèmes de gestion des bases de données. Donc, le but de ce cours, donc, on va après, c'est-à-dire avoir terminé ce chapitre, vous serez capable d'expliquer c'est quoi une base de données, donc y compris la terminologie courante des bases de données, les avantages des bases de données, les inconvénients de ces bases de données. Aussi, on va discuter certains concepts et caractéristiques de bases de données telles que la hiérarchie des données, la relation entre les entités et la définition des données, décrire l'importance de l'intégrité, de la sécurité, de la confidentialité des données, et comment elles affectent la conception de la base, identifier quelques classifications de bases de données, énumérer les modèles de bases de données, comprendre comment une base de données relationnelle est conçue, on peut le créer, l'utiliser et le maintenir, et euh, donc, décrivez quelques façons dont les bases de données sont utilisées sur le web. Voilà l'aperçu général de ce cours. Et je commence avec une définition simple d'une base de données. Donc, une base de données est un ensemble de données connexes qui sont stockées, sauvegardées, organisées de manière à permettre la récupération des informations selon les besoins. Et donc là, on définit ce qu'on appelle un logiciel de base de données qui s'appelle SGBD, Système de gestion de base de données, qui est utilisé pour créer, maintenir et accéder à la base, contrôler également l'organisation des données, protéger l'intégrité et la sécurité des données. Un composant clé de SGBT est le moteur de base de données, et donc la partie du programme qui stocke et récupère réellement les données. La plupart des SGBT sont livrés avec un ensemble d'outils pour effectuer une variété de tâches. Les langages de programmation généralement utilisés avec la base de données aujourd'hui incluent le VB, le Java, le C++ et autres. On peut utiliser le Python aussi, le Python. Voilà. Une base de données se compose de tables interdépendantes qui contiennent des champs et des enregistrements. C'est-à-dire, l'utilisateur va sauvegarder quelque part dans la base de l'information. Un champ également appelé colonne, il contient une seule catégorie de données qui seront stockées dans une base de données. Un enregistrement égal appelé ligne est un ensemble de champs associés. Voilà. Exemple simple d'une base de données relationnelle. Donc, on a les numéros de produits, le nom du produit, le fournisseur et le prix. Pour chaque produit, on a un nom de produit, le fournisseur de ce produit et le prix. On appelle ça la ligne et ici, c'est la colonne. Donc, c'est un tableau de produits. On peut, un autre exemple, tableau d'inventaire, par exemple, on discute ici le numéro de produit, le stock actuel et c'est-à-dire en stock ou non, c'est-à-dire sur commande. On peut définir aussi un inventaire sur table de commande avec, c'est-à-dire la liste de commandes, par exemple. On a les numéros de commande, les numéros de produits, la date d'expédition et la quantité. Voilà. On a aussi d'autres tables pour les fournisseurs, etc. Donc, quelles sont euh, les personnes ou les collaborateurs qui sont impliqués dans les systèmes de base de données? On a les concepteurs de bases de données. C'est quoi un concepteur? C'est un de base de données et la personne responsable de la conception de la base
Généralement, ils travaillent avec des analystes du système et d'autres personnes impliquées dans le cycle de vie et de développement du système, ce qu'on appelle SDLC, pour identifier les types de données à collecter, les relations entre les données, les types de sorties requis et d'autres facteurs qui affectent la conception du système d'une base de données. Ces personnes sont aussi parfois appelées architectes de base de données, ingénieurs de base de données et analystes de base de données. Toutes ces personnes-là, on peut les trouver sur le marché même d'emploi. Il y a aussi les développeurs et les programmeurs de bases de données qui créent les bases de données réelles en fonction de la conception générée par le concepteur de la base et prépare pour la saisie des données. Ce processus comprend la configuration de la structure de base de données, la création de l'interface d'utilisateur à l'aide d'outils inclus dans le SGBD et de nombreuses bases de données nécessitent des programmes personnalisés utilisés pour accéder à la base de données ou par lier à la base de données à d'autres applications. L'interface utilisateur est construite à l'aide d'un langage de programmation et donc dans certaines organisations, une personne peut être à la fois le développeur de la base de données et le programmeur de la base de données. On a aussi l'administrateur de la base de données, le DBA, qui est très demandé sur le marché. Ce sont les personnes responsables de la gestion de la base de données au sein d'une organisation. Il effectue une maintenance régulière, il attribue et surveille les accès utilisateurs à la. Il surveille les performances du système de base de données, il effectue des sauvegardes, il effectue d'autres tâches de maintenance et de sécurité nécessaires. Il travaille, ces DBA-là, il travaille en étroite collaboration avec les concepteurs, les développeurs, les programmeurs de base de données. Pour garantir que l'intégrité et la sécurité des données resteront intactes lorsqu'un nouveau système est conçu, ou des modifications sont apportées à un système existant. Le DBA exécute également périodiquement des rapports et vérifie les données dans la base de données pour confirmer que l'intégrité structurelle des données est intacte. Il y a aussi les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, voilà, ce sont les personnes qui saisissent les données, mettent à jour des données, récupèrent des informations à partir de la base de données, utilisent les bases de données, ne savent pas comment la base de données sous-jacente est structurée, comment les données sont organisées, ils interagissent avec les bases de données et bien sûr, ici, on va définir l'évolution des bases de données qui sont apparues vers les années 1940 et évoluent jusqu'à maintenant avec des bases de données plats, hiérarchiques, réseaux, relationnels, objets-clients, multidimensionnels. Et donc, le modèle ici, il y a des modèles avec des organisations des données, des modèles avec accès aux données, des modèles relationnels, indépendance et même des données et des programmes. Voilà. Donc ici, l'avantage et l'inconvénient de l'approche SGBD, étant donné qu'un SGBD peut extraire les données de plusieurs tables à la fois, il existe un très faible niveau de redondance dans la table d'une base de données SGBD. Un seul champ qui s'appelle le clé primaire apparaît dans plusieurs fichiers. Ce faible niveau de redondance nécessite plusieurs avantages. La précision des données, et quelque chose qui est important ici pour surtout la mise à jour qu'on doit l'effectuer. Et il a des inconvénients, c'est que l'approche JVD est une vulnérable accrue. Les données de la base de données sont hautement intégrées et donc le risque de perte des données est beaucoup plus important. Et donc, il y aura des procédures de sécurité, de sauvegarde qu'on doit mettre en place pour, bien sûr, utiliser efficacement la base de données. On passe maintenant à l'hierarchie
de la base de données. Donc, les données d'une base de données ont une hiérarchie définie. Les caractères sont entrés dans les champs de base de données colonnes qui contiennent des éléments de données uniques dans la base. Au niveau suivant se trouvent des enregistrements, il y a aussi des tableaux et il y a une hiérarchie qui se trouve dans la base de données. Les entités et les relations entités. Donc, on a une relation d'entité 1 à 1. Donc, 1 à 1, c'est-à-dire qu'il existe une entité qui est liée à une seule autre entité d'un type particulier. Dans ce type de relation, chaque enregistrement de la table appartenant à la première entité, donc qui appartient à la première entité, ne peut avoir qu'un seul enregistrement correspondant à la table. Ce type de relation n'est cependant pas courant, car toutes les données seraient généralement situées dans une seule table au lieu de créer une table distincte pour chaque entité. Il y a aussi la relation entité à plusieurs, ce qu'on appelle O2M. C'est la plus courante et existe lorsqu'il y a une entité qui peut être liée avec plusieurs autres entités. Il y a les relations d'entités plusieurs à plusieurs. Donc, les relations ici existent lorsqu'une entité peut être liée à plusieurs autres entités et ces entités peuvent être liées à plusieurs entités de même type. Ce type de relation nécessite une troisième table pour lier, bien sûr, les deux tables. Exemple ici. Donc, on va définir les données. Donc, exemple des données ici. Donc, vous avez des champs produit, numéro de produit, le stock, s'il y a une demande ou non, le type de données et la description des données. Un autre exemple, donc ici, ce produit-là, il a des valeurs, c'est un numéro. Donc, le produit A351, A240, qui correspond au stock. Combien, c'est-à-dire la quantité qu'on le sauvegarde dans le stock, c'est combien? Et bien sûr, s'il y a des demandes sur ce produit, oui ou non. Il y a aussi, on définit ce qu'on appelle les structures de données. C'est un moment. Voilà. Donc, on définit ce qu'on appelle les structures de données. Juste un moment, je reviens. Page. Voilà. Donc, on va définir ce qu'on appelle les dictionnaires de données qui contient toutes les définitions des données pour une base de données. Il comprend bien sûr les informations de base sur chaque table, ne contient aucune des données citées dans la table de données ou dans la base. Donc, ce sont uniquement des données qui s'appellent métadonnées. On utilise souvent le SGBD lorsque il est utilisé par le SGBD lorsque les données sont entrées dans une table pour s'assurer que les données ne violent aucune de ses propriétés attribuées. Les fichiers de dictionnaire de données est trié automatiquement par le SGBD et sans mot de passe approprié, le dictionnaire de données ne vous permettrait pas d'afficher les données protégées par le mot de passe. Ces mesures peuvent être utilisées pour accroître surtout l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des données. Voilà, c'est quoi l'intégrité de données? Donc, l'intégrité de données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement au cours de route des données qu'on va les sauvegarder. Voilà, c'est ça quelque chose d'intègre. Vous voyez ici, c'est-à-dire on ne peut pas modifier. Si tu veux modifier ici, tu ne peux pas modifier. Il y a la sécurité des données, c'est-à-dire l'accès, par exemple, qui a l'accès à ces données-là, etc. La confidentialité des données. La confidentialité est une préoccupation croissante en raison de grandes quantités de données personnelles,
C'est-à-dire, je peux, par exemple, dans une banque, je sauvegarde les données des clientèles, des clientèles, peut-être des particuliers, des entreprises, les comptes bancaires, les noms, les prénoms, les numéros CN, les dossiers, etc. Tout ça doit être confidentiel dans la base de données. Avec les nouvelles lois de nombreux États qui obligent les entreprises à informer les particuliers lorsque leurs données ont été perdues. C'est-à-dire, si un utilisateur a perdu ses informations dans le système informatique chez l'entreprise, il doit être informé. La violation pourquoi? Parce que la violation des données utilisateurs peut être coûteuse. Le coût comprennent l'impression, le conseil juridique, les offres visant à apaiser les clients, les règlements de poursuite, etc. Une estimation sur le coût est de $200 par enregistrement comprimé. C'est-à-dire, s'il y a une viol de l'information ou des réglementations dans l'entreprise ou il y a une divulgation des informations, pour chaque donnée au enregistrement, il est compromis. Il y a c'est une perte estimée à $200 qui peut atteindre bien sûr des millions de dollars pour une violation de données importante. Donc, les données elles sont organisées de façon indexée, c'est-à-dire que actuellement, le numéro du client, c'est-à-dire il est 102, mais rien au 102, il correspond, par exemple, dans la base de données, à un utilisateur qui s'appelle Caroline, son last name Oswald pas, et bien sûr, son, son adresse. Voilà. Donc, le numéro ici, c'est juste un index. C'est ça l'index qui va se pointer dans la base de données sur une table ou sur une ligne et qui va définir les différentes informations de votre clientèle. Voilà. Ici, je peux déterminer la balance de l'utilisateur, combien, etc. Il y a une organisation directe. Donc, la valeur de la clé primaire. Voilà. Il y a dans les bases de données, il y a le système de bases de données mono-utilisateur ou multi-utilisateur. Les bases systèmes de bases de données à utilisateur unique, ils sont situés sur un seul ordinateur et conçus pour être accessibles par un seul utilisateur. Et les systèmes de bases de données mono-utilisateurs sont largement utilisés pour les applications personnelles. La plupart des bases de données d'entreprise sont aujourd'hui conçues pour plusieurs utilisateurs et les bases de données sont accessibles via un réseau. Étant donné que les utilisateurs d'une base de données, on a plus d'utilisateurs de base de données, donc ils peuvent accéder en même temps à vos données pour modifier. Et donc là, il faut faire le traçage, etc. Donc, un certain type de verrouillage de la base de données, il est important pour empêcher les utilisateurs à apporter des modifications à vos données. Donc ici, un exemple. Donc, vous avez une partie front-end, ici la back-end, serveur. Peut-être ici, c'est la partie front-end, c'est la partie web. Ici, le back-end, c'est le serveur. Donc, il y a le système de base de données centralisé et distribué. C'est quoi centralisé? C'est-à-dire, j'ai un serveur. Dans ce serveur-là, j'ai la base de données qui est centralisée. Et je peux se connecter à travers différents systèmes, des interfaces web ou autres, sur la base de données. Il y a aussi des bases de données qui s'appellent distribuées, c'est-à-dire que la base, elle existe sur différentes machines. Voilà, exemple ici. Différentes machines et je peux accéder à la base de données sur cette machine ou l'autre. Donc, la base de données, c'est quoi? C'est une application qui va être exécutée sur un système. Et donc là, elle a un disque, elle a une mémoire, c'est une machine. Donc, c'est les caractéristiques générales d'une machine. Les modèles de base de données hiérarchiques, donc les types de requêtes que l'utilisateur doit effectuer sont hautement prévisibles et limités. Dans tel environnement de traitement de transactions,
des modèles de base de données et réseau, ils sont conçus davantage pour la vitesse et la sécurité que pour la flexibilité, la flexibilité. Et donc, un système de gestion de base de données hiérarchique, il organise les données dans une structure arborescente. Donc, il y aura un modèle de base de données relationnelle. Donc, ici, on doit identifier la base, définir la table, attribuer les champs à la table et finaliser la structure. Par exemple, ici, vous avez pour un client un numéro du client. C'est quoi ce client? C'est un nom, prénom, une adresse postale, une ville, voilà, téléphone, etc. Donc, on peut créer une base de données relationnelle. Voilà. Voilà. Ce sont des exemples de bases de données qu'on va créer, des tableaux. Et on peut récupérer des informations d'une base de données relationnelle. Comment on peut récupérer ça? Voilà, c'est dans le sauvegarde. Donc ici, dans le sauvegarde, vous avez des produits, ce qu'on appelle les queries. Vous voyez ici, les queries, c'est quoi? C'est une requête. On va faire des requêtes à la base. Et donc ici, c'est quoi? Je vais faire une requête pour un tel produit. Je peux récupérer toutes les informations nécessaires pour ce produit. Par exemple, il y a la maintenance de la base de données. Pour les petites bases de données, elles nécessitent peu à peu de maintenance. Pour les grandes bases de données d'entreprise, elles nécessitent souvent une maintenance régulière. Et donc, l'activité de maintenance, elle est effectuée par qui? Par l'administrateur qu'on appelle le DBA, l'administrateur de base de données, et comprennent les tâches suivantes. Donc, on va mettre à jour le logiciel de base de données. On va réparer et restaurer les données qui sont corrompues et on va modifier la structure de la table pour ajouter de nouveaux champs pour acquérir les valeurs. Donc, on va ajouter des nouveaux index, supprimer les données obsolètes, évaluer et améliorer les mesures de sécurité dans la base de données. Donc, il y a aussi les bases de données orientées objets, ce qu'on appelle les DSS. Il y a les bases de données hybrides. Voilà. La base de données type relationnel et data de type SQL, XML. Et donc, vous avez une application. Donc, l'application, elle est connectée soit par la base ici, ou soit par les données XML. Il y a les bases de données multidimensionnelles. Donc, ils sont conçus pour stocker une collection de données résumées pour une analyse rapide et facile. Les données sont collectées à partir d'une variété d'activités à l'échelle d'entreprise et sont ensuite résumées et restructurées pour le permettre d'être visualisées sous plusieurs angles de dimension. Donc, les dimensions sont prédéfinies et donc l'un des types de logiciels, on utilise ce qu'on appelle le OLAP. C'est le logiciel le plus courant pour les analyses multidimensionnelles des données. Donc, le OLAP, on a trois manières. On a le MOLAP, on a le Relational Lab et le Hybrid OLAP. Mais on a aussi les exemples de bases de données sur le cloud. Voilà, un exemple sur le cloud. C'est-à-dire la base, elle réside sur un cloud qu'on a déjà défini, hein, peut-être sur le cloud Azure, sur AWS, sur GCP, sur Oracle, voilà, OCI. Et donc là, c'est-à-dire la base, elle ne réside pas en local, mais sur le cloud, quelque part sur le cloud. Voilà. Amazon, c'est un logiciel en fait. C'est comme étant un logiciel. On peut faire du scripting, c'est-à-dire des scripts. On peut faire des pages de serveur actifs, des scripts PHP. C'est quoi le but du script? C'est interroger les informations. Voilà, cette première partie, on a déjà défini. On va prendre une pause, quelques minutes et on recommence. Merci.
Voilà, on va continuer, mais on va faire un petit TP, là. Donc, on va faire un TP, juste un moment. Je cherche. Un moment. Non. Voilà. Donc, ici, on va faire quelques typés pour voir les données relationnelles sur Azure ou des données Cosmos DB ou non relationnelles. Donc, je vais lancer cet exercice. Il faut attendre le lancement. Ça va prendre une minute. On attend le lancement et on commence. Donc, voilà la machine. Voilà, donc je vais me connecter. On va, donc, on va voir la dernière partie, c'est-à-dire le cloud Azure, une base de données sur le cloud. Le cloud ici, c'est le cloud Azure. Juste en temps de la fixation du système. Donc, je commence ici, j'ouvre mon terminal ou le browser. Voilà. Donc, j'ouvre le portail Azure. Donc, ici. Donc, le cloud, il s'appelle Azure. Donc, je me connecte à Azure. Donc, ici, ce sont les credentials de connexion. Voilà, c'est le portail Azure. Et là, voilà. Donc, on va traiter le Azure SQL. Il s'appelle la ressource Azure SQL.
Donc, je vais chercher Azure SQL ici. Voilà, c'est la base de données SQL. Donc, je vais créer la base. Donc ici, c'est la création. Vous avez différents types. SQL Database, SQL Managed Instance ou SQL Virtual Machine. Je vais utiliser ce service-là, SQL Database. Vous pouvez créer une simple base de données ou une pool. Pool, c'est comme étant SQL distribué ou un serveur. Donc, j'utilise Single Database et je fais create. Donc, ici, il va me demander, voilà, c'est l'abonnement. Donc, le cloud, il travaille toujours avec un abonnement qui est très important. Sinon, on ne peut pas travailler, c'est payant. Je vais donner un nom à la base de données. Voilà. Le nom, c'est AdventureWorks. C'est le nom de la base. Le serveur, je vais créer un nouveau serveur pour cette base de données. Euh, je vais monter, par exemple, Mid-Ocean. Voilà. On va le créer dans la région US East. Donc, pour l'authentification, il nous dit, voilà, on va utiliser SQL Authentication. Voilà, ici, il te dit, il faut utiliser SQL Authentication. Le serveur admin login. Par exemple, je vais prendre un login de mon choix. Voilà. Je dois donner le même mot de passe. Hop, voilà. Password confirmé. Et là, je crée la base. Voilà. Voilà. Il y a la partie réseau. On peut le vérifier. Elle te dit, on va mettre la base sur un endpoint public, c'est-à-dire qu'on peut le connecter directement à Internet. Est-ce qu'on peut faire des règles de pare-feu? Euh, alors, je vais ajouter ce yes. Yes. C'est pour la protection de votre base de données parce qu'on a déjà parlé que la base doit être sécurisée. Et comment on va le sécuriser avec un pare-feu, etc. Oui, je vais passer à la partie sécurité. Donc, je vais utiliser ici, c'est Starfleet Real. Hmm. Donc, ici, c'est Microsoft Defender for SQL. Donc, on va l'activer. Starfleet Real, donc c'est gratuit pendant 30 jours. Et pour chaque mois, tu vas payer 15 dollars par serveur. Donc, nous sommes ici. Puis, on a un paramétrage additionnel. Est-ce que tu veux faire de backup, oui ou non?
Qu'est-ce qu'on va utiliser? Sample data. Oui, additional use existing data. C'est un exemple, juste un exemple qu'on va l'utiliser. Juste un exemple de données qu'on va utiliser. Et voilà, nous sommes sur le finish. Donc, vous pouvez payer le coût. Vous voyez, il va vous générer le coût de cette base qu'on a déjà, que nous sommes en train de créer. Elle est à 362 $. Et voilà, je peux faire create. Et j'attends le déploiement. Voilà, il y a un code de validation et déploiement. J'attends le déploiement de notre base de données. C'est juste une étape. Il faut configurer bien la base de données avant de le lancer. Mais après, même après le lancement, on peut faire des tâches d'administration. Les tâches d'administration ici, qu'on va les utiliser pour, bien sûr, maintenir la base, sécuriser la base, ajouter des defenders à votre base de données et ajouter toutes les tâches d'administration possibles. Euh, voilà. Donc, il est en cours, comme vous voyez ici, en progression, c'est-à-dire il est en cours de déploiement. On va attendre la création. Donc, la base, elle est en cours de déploiement, comme vous voyez ici. Elle est sur les étapes finales de création. Juste, nous sommes en attente de création. Voilà, la création, elle est faite. Donc, on peut aller go to resource. Et voilà votre base de données. La base, elle est là.
Donc, vous avez la base. Vous pouvez faire de la connexion, de la maintenance, voir la partie compute, les caractéristiques de votre base. Vous pouvez faire la surveillance de la base, configurer l'accès à la base, connecter une application à la base. Vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Répliquer la base, intégrer d'autres modules pour l'analyse et streaming, l'analyse de données, le Stream Analytics, le Azure Synapse ou autres. Des outils de Power Platform pour la visualisation de données, pour le Power BI, Power Apps, Power Automate, la sécurité de votre base de données en utilisant l'audit, la sécurité, le Microsoft Defender for the Cloud, le cryptage de données, l'analyse de performance de façon intelligente, le monitoring de votre le monitoring de la base de données, les logs, les tâches, l'automatisation et voir bien sûr les performances de votre base. Et voilà. Donc, je peux faire query auditor ici. Voilà la base que j'ai créée. Donc, je peux se connecter à la base. Donc, SQL Server Connection. Donc, je peux faire une connexion ou avec Azure Active Directory. Donc, je vais se connecter avec ou s'authentifier avec SQL ici, qu'on a déjà défini au cours au début. Et voilà votre base de données avec des tables qu'on a déjà fait avec Simple. C'est un exemple. Et donc là, vous avez des tables. Voilà. Bon, c'est on read only. Je peux faire le sales, c'est la clé, l'adresse. Je peux faire beaucoup de choses, voir des messages, exécuter des queries bien déterminées. Et donc là, par exemple, si vous voulez exécuter un query, vous devez maîtriser le SQL, hein, c'est le SQL. Donc ici, table, sont les différentes tables de votre base de données. Un table pour les sales, pour les produits, pour les ordres, c'est-à-dire les demandes, les descriptions des produits, etc. Et là, je peux, par exemple, je peux sélectionner le produit, Sales Products, et je peux l'exécuter. Ouais, il va t'afficher ici. Le produit ID, on a deux produits, 680, 706, avec le nom, avec le product number, avec les couleurs de produit, la taille de produit, poids, catégorie, modèle ID, la vente, etc., etc. Toutes les modifications possibles sur la database, elle est enregistrée et on peut le voir facilement sur votre serveur. On peut ajouter d'autres, hein. On peut ajouter d'autres. On appelle ça requête. Donc, je peux ajouter une autre requête. Voilà. Et je peux l'exécuter. Voilà. Ce sont d'autres produits avec leur liste de prix, avec le product catégorie, avec tout, hein. Donc, je peux, vous voyez ici, toutes les tables, on va les afficher comme résultat. Je peux faire d'autres select. Hop. Ah, ici, il y a des erreurs, peut-être. Et voilà, je peux voir le storage. Voilà,
sauvegarde de données, où on va sauvegarder nos données. On peut définir la taille de données à sauvegarder, etc., etc. On peut définir la connexion. C'est quoi la connexion ici? Le but de connexion, c'est-à-dire si vous avez une application quelque part et vous souhaitez, par exemple, ici, vous souhaitez, comment? Vous souhaitez relier votre base de données à l'application, ou vice-versa. Et donc, dans l'application, s'il est écrit en .NET, en PHP, en Go, il va te donner des liens, ce qu'on appelle des points de terminaison, qu'on va le mettre dans le code, et comme ça, votre code, votre serveur web, ou votre application web, elle va se pointer vers cette base-là. Donc, c'est la communication. Vous voyez, c'est-à-dire, je peux faire une communication entre la base de données, quoi d'autre, et ce qu'on appelle votre base de données et l'application. C'est clair, s'il vous plaît? Donc, voilà une deuxième partie qu'on peut le faire. J'espère que cet exemple il est clair. Et si vous voulez, on peut faire un autre exemple, si vous voulez. Donc, passe, je vais arrêter cela. Il y a, par exemple, les bases de données Cosmos DB. Je vais faire le téléchargement du lab et on commence en quelques minutes. On va faire un deuxième exemple sur les bases de données. On attend le démarrage de la machine. Voilà. Un autre type de base de données. Donc, je lance la machine. Je lance la base. Donc, je fais le credential de connexion. Copier le mot de passe. Toujours sur le cloud. Mais c'est un autre type. Hein. Ce n'est pas le même SQL. Donc, juste pour voir un autre type de base de données. On appelle des bases de données non relationnelles. Et je cherche ici Azure Cosmos DB. Vous voyez.
Un autre type de base de données. Je vais créer une base de données. Donc ici, il y a différents types, hein. Vous voyez, Azure Cosmos DB pour NoSQL, pour PostgreSQL, pour les tables, pour Apache Cassandra et autres. Je vais utiliser pour le NoSQL, par exemple. Et je vais la création. Et Notion. Database. Ici, c'est des données sur la capacité, etc. La location, pas besoin. Ici, la capacité, c'est provisioned. Le prix ici, c'est free tire, c'est gratuit comme étant. Limite totale sur output, je vais désélectionner. Et je peux voir d'autres informations que la distribution globale. C'est-à-dire, cette base de données, elle va être distribuée globalement, c'est-à-dire sur des différentes régions. De façon automatique, elle va être créée avec le cloud, mais on ne va pas le créer. Le réseau aussi, est-ce qu'on va le activer ou non? Le backup, est-ce que je vais faire le backup de la base, cryptage, etc. Tout ça, je vais le faire en ignore et je vais créer. Donc, je vais créer et j'attends le déploiement de la base. C'est juste, on va voir le dashboard, hein. D'accord, il est en cours de création et on va commencer. Juste, on attend la création. Donc, voilà, la ressource, la database Mongo, il a été créé. Donc, on va voir la Mongo ici. Donc, comme d'habitude, on a le overview sur la base.
La plateforme, voilà, votre compte il a été créé. Quelle est la plateforme de connexion? C'est l'application, en fait. Python, Node.js, Java, .NET. Est-ce que je vais ajouter des Data Explorer ici, les données? C'est-à-dire que la base, elle est vide actuellement. Est-ce que je vais ajouter des données à l'intérieur de la base, oui ou non? Donc, vous pouvez créer des conteneurs, etc. Mais je ne vais pas créer pour le moment, c'est juste pour vous montrer. Je peux vous donner aussi des features, c'est les données, des réplicas. Si je veux créer, par exemple, actuellement, nous sommes dans East US, dans cette zone. Mais je peux créer des réplicas ici. Très simple, hein. C'est juste, hop, hop, et save. Donc, je crée instantanément des réplicas directement à partir de map. Donc, il va configurer les régions. De cette façon, il peut créer des bases de données sur le cloud. Voilà, répliquer. Voilà, il est en cours de réplication. On attend la réplication. Je peux faire des backups, bien sûr programmer, hein. Donc, je programme le backup, je peux créer le réseau. Bien sûr, je sélectionne le réseau approprié. Je peux faire cross-origin resource sharing, partage. Je peux créer des passerelles. Je peux créer des clés pour l'accès distant. C'est-à-dire, je peux accéder à partir d'une application à ma base de données à travers read-write keys ou read-only keys et en lecture seule. Je peux intégrer la base avec Power BI. Power BI, c'est un outil de visualisation. Je peux créer aussi la base avec des outils de Azure Synapse. Voilà. Et je peux voir et expérimenter, voir les données. Je peux l'explorer. Je peux, bien sûr, surveiller avec Insights, l'application. Je peux avec introduire des alertes. C'est-à-dire, si j'atteins un seuil bien déterminé, je reçois sur ma boîte à lettres, par exemple, je reçois comme étant une notification. Si, par exemple, j'ai que le serveur il atteint un seuil bien déterminé de consommation de CPU, de mémoire, de disque, de logs, etc. Voilà, juste un exemple, hein. Donc, juste un exemple pour l'exploration des données sur Azure et des bases de données sur Azure. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? On a terminé cette partie. Voilà. On va basculer peut-être vers une autre partie. Une autre partie qu'on va aller voir, c'est la sécurité au niveau la sécurité informatique, hein. On a déjà parlé de la sécurité pas mal de fois dans les chapitres qu'on a déjà vus sur les problèmes de réseau informatique ou de sécurité informatique dans nos infrastructures. Il y a plusieurs problèmes comme le vol de votre ordinateur, la perte des informations, la perte de vos smartphones, le risque d'acheter des produits piratés. Donc, tous ces problèmes-là, il va affecter votre infrastructure informatique. Donc, la perte de matériel, elle est très sensible.
Donc, surtout si vous les données qui sont sauvegardées sur ces matériels ne sont pas cryptés. Donc, si on a des dommages informatiques comme poussière, électricité, des eaux, des abus, des vandales, etc., des défaillances des systèmes suite à des catastrophes naturelles, etc. Donc, comment on va protéger contre les pertes, les dommages? On peut créer, mettre des serrures de porte équipement d'informatique. Voilà. Balise de sécurité. Voilà. Crypter les disques automatiquement. Ce sont des disques ou avec des applications. Logiciel de tracking des outils anti-vol. Il y a d'autres précautions que vous pouvez les lire au fur et à mesure. Et comme ça, vous serez protégé contre ces menaces informatiques. On doit entretenir le matériel, toujours, hein. Le matériel doit être à jour contre le virus, des entretiens. Donc, il y a aussi le contrefaçon numérique. Les outils de anti-piratage de logiciels, prévention de la contrefaçon numérique, des monnaies. Donc, on doit garder la confidentialité des informations. Donc, on va protéger la vie privée, les mails interceptés, etc., peuvent influer sur votre sécurité. On a déjà parlé de la base de données, qu'on doit les protéger, même dans la démonstration, on a déjà vu comment on protège notre base de données. Éviter les spams, les activités marketing, protection de la confidentialité des renseignements personnels. Voilà. Protéger vos adresses email, comme fait les réseaux sociaux, comme le Facebook, le Google, le Twitter ou autres, hein, LinkedIn, ou peu n'importe le réseau. On doit se protéger contre toutes ces menaces parce que elle va influer sur notre infrastructure informatique et bien sûr sur nos données qu'on peut le recevoir ou peut-être divulguer suite à un piratage informatique ou en toute contrefaçon ou autre. Donc, on peut éliminer correctement le matériel contenant des données. Voilà, c'est éliminer, hein, c'est voilà, les papiers ou autres. Surveiller et contrôler de façon électronique. Donc, on doit surveiller, bien sûr, toutes ces plateformes-là. Donc, avec des logiciels dédiés. Donc, c'est très important de, bien sûr, exploiter ces applications. Voilà. Il y a la vidéosurveillance, elle est très importante pour pour la surveillance de vos systèmes. Il y a aussi ce qu'on appelle donc voilà, la vidéosurveillance, tracking, surveillance aussi des employés avec des applications dédiées, la technologie de présence. Et voilà, il y a aussi des législations qu'on va le mettre en vigueur pour sécuriser votre environnement informatique pour avoir des données confidentielles. Il y a plusieurs lois dans chaque pays qu'on doit le mettre en place pour bien sûr déployer et, des infrastructures qui sont sécurisées. Et bien sûr, il n'y a pas une structure qui est sécurisée 100%. Il y a toujours, euh, bien sûr, des limites, il y a des contraintes, il y a de budgétisation, il y a beaucoup de choses qu'on doit
euh, le déployer. Et donc, euh, ici, c'est très important de mettre en place les mécanismes de sécurité euh, dans nos infrastructures informatiques. Voilà. Il y a une dernière partie sur ce qu'on appelle l'éthique ou la propriété intellectuelle. Donc, ici, on va définir quelques les droits d'auteur. Voilà, toujours lorsqu'on achète un livre, on trouve ce qu'on appelle le droit d'auteur contre le contrefaçon, contre la copie-collée ou autre. Très important donc ici de déployer des mécanismes pour protéger notre, euh, notre système contre les contrefaçons, la copie-collée. euh, donc, il y a des marques, par exemple, pour le commerce, McDonald's ou autre, très important, pour éviter qu'une personne il fait la revente de matériel de notre application ou notre entreprise sans aucune, bien sûr, restriction. Donc ici, un autre exemple qu'on peut les exploiter, donc c'est euh, les patents. Les patents, ce qu'on appelle les United States patents, ce sont euh, des environnements ou des infrastructures ou euh, des technologies euh, qui sont développées par des chercheurs, des centres de recherche, des universités, partout des professionnels, des industriels, bon, partout dans le monde. Et ces propriétés intellectuelles, c'est pas sous forme de patent qu'on va être validé par des experts, etc. Et après, si par exemple, vous êtes un chercheur qui a déployé ce patent et il a eu la chance d'être accepté, il peut, comment dirais-je, il peut, l'utilisateur, donc dans ce cas, ou autre, par exemple, un autre concurrent, une entreprise, elle peut exploiter ce patent sous, par exemple, elle doit payer quelques frais sur parce que c'est une technologie derrière. Donc, il y aura l'utilisation éthique de matériel. Donc, l'idée, c'est de protéger les droits des auteurs. Parce que si tu fais de copier-coller, donc l'auteur qui a produit, qui a fait un effort pour produire tel matériel, il va rien gagner, vous voyez, puisqu'il y a toujours des plagiats, la copie-coller, les musiques, par exemple, ici, il y a le YouTube, il y a des chaînes YouTube, et donc il y a des propriétés, par exemple, il y a des rappeurs, voilà, qui donnent de la musique partout, dont les artistes vont faire de la musique, et cette musique, elle est propriétaire à eux, et ne pas pour tout le monde, et ils veulent gagner de l'argent à eux, c'est pas tout le monde qui peut, par exemple, diffuser ces matériels-là, ou ces produits-là, il veut gagner de l'argent ou autre à travers l'exploitation des travaux d'autrui. Donc ici, on doit se protéger contre, euh, bien sûr, tous ces effets-là. Les films, les livres électroniques. Donc, on doit utiliser de façon éthique les ressources de l'école, de l'entreprise, des employés, des clients. Donc, on doit aussi éviter la tricherie, la falsification des informations, la manipulation numérique. Toujours, on va avoir des photos modifiées, etc. L'informatique, donc ici, la bonne santé physique de l'informatique. Donc, de façon de côté ergonomie, donc
L'ergonomie, c'est la science pour adopter un environnement de travail sain aux travailleurs, conception d'espace de travail, doit être pour la bonne, adapté pour la bonne santé des collaborateurs. Les moyens, on doit offrir des moyens technologiques à la une, matériel ergonomique, voilà, adapté, bonne habitude et production d'utilisation. Bien sûr, il y a beaucoup de, s'il y a des fatigues des yeux, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a des douleurs, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important dans notre cas de bien exploiter tout c'est notre environnement de travail de façon claire et de façon attentive et de façon saine et qui n'a pas aucune infraction à notre environnement de travail. Il y a beaucoup de production à lire, hein. Il y a des santé émotionnelles, surtout dans la partie stress, dans le travail, impact sur la société 24/7, les surcharges d'informations, la dépendance de l'Internet et de la technologie. Et bien sûr, l'accès à la technologie. Donc, il y a des fractures aux États-Unis, c'est-à-dire ici, en fonction des revenus et l'âge. Vous voyez ici, c'est que plus de 65 ans, donc il pèse jusqu'à 65% du taux du numérique en France. Par rapport à la race aussi, il doit être équilibré, la race blanche, noire, etc. Voilà. Donc il y a une fracture mondiale. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de ressources, n'ont pas de moyens pour accéder à Internet. Donc il y aura des technologies pour l'assistance assistance, donc par exemple le système de saisie assisté pour les non-voyeurs ou autres. Il y a le système de sortie assisté, c'est assisté surtout pour les non-voyeurs. Il y a les bases de préoccupation environnementale. Il y a des organisations vertes pour l'énergie, utilisation d'informatique verte, par exemple, consommation et conservation de l'énergie verte, alimentation alternative par, par, par l'énergie solaire, par exemple. Recyclage, on doit faire recyclage, élimination de matériel informatique, les piles, parce que dans les matériaux informatiques, il y a des composants qui peuvent nuire à la terre, qui peuvent nuire aux plantes lorsqu'on va les détruire. Donc là, on doit le ramasser et il y a une procédure claire et nette pour, bien sûr, euh, pour se débarrasser de ces produits sans aucune influence sur notre environnement de travail ou notre vie, bien sûr, de façon générale. Il y a aussi la législation. Donc, au cours de ces dernières décennies, il y a plusieurs nouvelles lois qui ont tenté de réviser les lois sur la propriété intellectuelle pour refléter le contenu numérique et Internet. Donc, il y a d'autres lois qui visent à augmenter les peines pour le partage illégal de musique et de films via Internet. Il y a la législation relative à l'éthique. Euh, donc, il est bien mettre en vigueur pour les technologies électroniques et informatiques accessibles pour les personnes qui sont handicapées. Les sites web fédéraux créent une tendance, bien sûr, le web conforme à des lois bien déterminées. Et bon, bien sûr, on doit appliquer des normes de confidentialité, de protection de données pour des entreprises pour qu'ils se débarrassent du matériel informatique contenant des types spécifiques de données. Voilà, donc on a achevé ce cours. Donc, ce cours est, comme vous voyez, c'est de 16 chapitres. Tout au long, c'est 16 chapitres. J'ai essayé d'introduire la matière, de présenter
de la théorie, de la pratique dans notre environnement de travail. On a vu du réseau, on a vu un peu de développement avec la 3 PowerShell, on a vu les bases de données avec un peu une démonstration sur les bases de données. Il y a d'autres, hein. Donc, il y a la sécurité informatique. On a déployé ce qu'on appelle les environnements de base, comment sécuriser notre environnement euh, de travail. Et bien sûr, et tout ça, il est bien, euh, il est bien sûr documenté. Et puis, on a fait de la démonstration pratique. Je sais que cette matière a été euh, bénéfique et instructive pour vous, toutes ces chapitres qu'on a déjà vus ensemble, que ce soit la partie euh, comme ça, la partie enregistrement ou la partie visio chaque mercredi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à m'envoyer des emails sur le chat ou sur le modèle de Medocean. Et peut-être à la prochaine. Merci. Bye bye.